Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va bien, on va retourner au Japon, là. Moi j'aime bien le Japon. Ouais, on retourne au Japon. Après avoir enchaîné les critiques là pendant 2-3 semaines, on revient à un rythme un peu normal, quoi. Donc voilà, et on parle d'une série quand même. Donc c'est la 3e série qu'on fait ou la 4e? On a fait Fallout et on a fait... C'est quoi l'autre? Bah, c'était Echo et... Echo, ouais, et What If. Et What If, on avait fait en entier. C'était la première fois du nouveau format. Et ici, là, bah oui, une nouvelle série Disney+, cette fois. On n'a toujours pas fait de série Netflix. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, pas mais... encore, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on aurait pu faire Avatar, mais non. Ça nous a pas tenté, quoi, Avatar, Non, ni le ça. problème à 3 corps. Ça nous avait pas, voilà. Ça nous a pas enchanté, du coup on l'a pas fait. Mais je sais pas ce qui sort cette année sur Netflix, mais je crois qu'il y a rien d'autre. Si, il y a Arcane, on fera Arcane, je pense, saison 2. Ah oui, bah après c'est dans très longtemps, Arcane. Donc... En novembre. Ouais, c'est en fin d'année, donc il y a le temps. Mais on verra. Mais oui, du coup, c'est une série Disney+, c'est le Japon. Juste un petit disclaimer, on spoil. Toute la série, voilà, les séries, on spoil. Donc voilà, quand on va rentrer dans la critique, après avoir parlé de la production, vous étonnez pas si on lâche des trucs. Voilà, vous êtes prévenus. Effectivement. Bah, on va commencer. On va parler de Shogun, donc la série Disney+. Tu as déjà vu Est-ce que les Américains disent Shogun? Shogun. Je suis en train de me dire. Ouais, parce que eux, comme ils prononcent gun, Oui. gun c'est en japonais, quoi, mais eux c'est gun, donc est-ce qu'ils disent Shogun, tu vois, je me dis. Ah bah peut-être, mais bon, ils ont faux, parce que c'est Shogun, de toute façon qu'on le dit. Oui, mais c'est la réflexion que je me fais à 3h du matin, quand je regarde le plafond, quoi. Parce qu'on entend le mot dans la série, donc c'est bien Shogun et pas Shogun. Voilà, si les Américains nous écoutent, dites Shogun et pas Shogun, voilà. Aucune chance. Un Américain qui parle français, qui écoute notre podcast, aucune chance. Alors c'est jamais, hein. C'est vrai. S'il y a un Américain perdu sur les plateformes. Enfin bref, parle-nous un petit peu de la production, Ista. Oui, alors Shogun, c'est quoi? Eh bien, Shogun, c'est un roman de James Clavell, paru en 1975. C'est le premier roman d'une saga qu'on appelle la saga asiatique de son auteur, voilà, où il y a 6 romans, il me semble, à peu près. C'est 6 ou 7, je sais plus, oui, c'est ça. Et c'est pas le premier, d'ailleurs, roman, mais Ouais. en termes de chronologie, donc c'est le plus ancien, vieux. entre guillemets, Ouais. le plus vieux, voilà, dans la diégèse de ces bouquins. Et du coup, il en a fait 6 autres, donc 5 autres, je crois, et donc 5 autres potentielles adaptations sur Disney+, mais c'est la seule qui se trouve au niveau du Japon féodal, à la fin du Japon féodal, parce que les autres, ça se passe 200 ans après, ou 300 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, ou etc. Mais toujours en Asie, quoi, parce que c'était son dada, à l'auteur. Parce que c'est un Anglais, il me semble, mais il kiffe le Japon, voilà, donc ou l'Asie, et donc il a fait que des romans là-dessus. Et Shogun, c'est un bouquin qui s'inspire de personnages réels, hein, donc il a évidemment créé toute une histoire, mais les figures qu'on retrouve, c'est des figures qui ont réellement existé. Par exemple, un des personnages principaux, il s'appelle John Blackthorne dans la série, dans le livre. Il s'est inspiré d'un vrai anglais, d'un vrai navigateur anglais qui s'appelle William Adams et qui était apparemment le premier anglais à être allé au Japon, et après il est devenu apparemment samouraï là-bas, etc. Tu vois. Ok, Et ça s'inspire de vrais événements qui sont passés au Japon, quoi. Sauf que l'histoire est évidemment, il y a plein de trucs fictifs, mais il y a des vraies figures inspirées derrière les personnages inventés qu'il a fait, quoi. James Clavell, il a créé une mini-série adaptée de son roman en 80 avec Richard Chamberlain et Toshiro Mifune. Donc voilà, donc bien il y dit avait à la déjà, française. C'est-à-dire Chamberlain. Chamberlain. Mais oui, sur le coup, c'est vraiment l'auteur qui a fait la série alors. C'est ça, il a scénarisé, produit la mini-série des années 80, mais bon, c'était un autre temps. On va pas se mentir, même au niveau des séries. Et je me suis renseigné pas mal sur la série. Déjà, on peut voir Richard Chamberlain, je crois que c'est un acteur anglais qui était assez connu, et surtout Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, faut savoir, c'était l'acteur fétiche de Akira Kurosawa, un des
monument du cinéma américain, du monument du cinéma japonais. Et c'était un peu son acteur fétiche, quoi. Il l'a mis dans quasiment tous ses films, donc voilà. Et d'ailleurs, Akira Kurosawa lui en a voulu d'avoir fait cette mini-série parce que c'était des occidentaux du coup qui, on va dire, montraient un peu leur vision du Japon. Et donc ça lui avait pas trop plu. Mais elle raconte un peu la même chose, mais parce que c'est adapté du même bouquin, mais c'était pas exactement la même chose. Par exemple, j'y reviendrai pendant la critique, mais il y avait un point de vue beaucoup plus occidental sur les choses, quoi. D'accord, ok, parce que c'était une série américaine. Oui, là, sur le coup, dans la nouvelle, ils ont plus... L'idée, c'est plus de... C'est comment il s'appelle on parlait de Sanada, Hiroyuki Sanada, mais pendant les promos et tout, il parlait du fait de faire un truc très japonais, quoi, qui remontrait beaucoup la culture japonaise. C'est ça. Donc, en août 2018, c'est la chaîne FX qui annonce la création d'une nouvelle adaptation du roman Shogun de James Clavell. Shogun. J'ai dit Shogun. T'as dit Shogun maintenant, c'est bon, t'es bloqué. Alors, le tournage, il était prévu de commencer en mars 2019 au Japon et au Royaume-Uni. Mais il a été repoussé parce qu'en fait, ils n'étaient pas trop contents. Enfin, ils trouvaient que c'était pas super. Et ils ont voulu augmenter la qualité, quoi, du show. En janvier 2020, il est révélé qu'après le départ du scénariste original Roland Bennett, qui n'était plus disponible pour continuer à travailler sur les scripts, ils ont repris le travail à zéro avec un nouveau scénariste et producteur exécutif, Justin Marks, qui a notamment travaillé sur le livre de la jungle 2016, donc le remake live, et Top Gun Maverick. Donc Justin Marks, il a travaillé aux côtés de sa femme, la productrice superviseur Rachel Kondo, et Hiroyuki Sanada, donc je citais son nom tout à l'heure, et il est également impliqué en tant que producteur sur cette série. Et ainsi que acteur principal. Oui. Et le tournage, il a commencé alors en septembre, le 22 septembre 2021, sur le coup à Vancouver. Donc pas du tout au Japon ni au Royaume-Uni, quoi. C'est ça, donc ils ont tourné au Canada. Donc rien à voir avec le Japon, mais bon, après avec le Covid et avec les réécritures, tout ça, ça a évidemment beaucoup changé les choses. Mais bon, après... C'est pas si grave, ils ont fait plutôt un bon job à ce niveau-là. Est-ce qu'on n'attaquerait pas la critique Oui, on peut. Mon cher Ista. Écoute, on va attaquer la critique, mais avant, la bande-annonce. Au XVIIe siècle, un navigateur anglais, John Blackthorne, dérive et échoue sur les plages japonaises. Le Britannique devient le protégé du seigneur Toranaga, mais très vite, et malgré lui, il se retrouve impliqué au cœur d'intrigues politiques. T'as vu, je l'ai bien dit, le John Blackthorne. Ouais. Je le dis avec la voix grave qu'il a là. Et dans les acteurs principaux, on retrouve Hiroyuki Sanada, donc du coup qui est aussi producteur, Cosmo Jarvis, Anna Sawai qu'on a pu retrouver dans Monarch, et Todanobu Asano et plein d'autres acteurs, voilà, que je vais pas tous citer. Écoute Ista, tu vas ouvrir le bal. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, on va dire, dans les grandes lignes de la série Shogun et non pas Shogun, monsieur? Écoute, moi j'ai beaucoup aimé. Moi je l'attendais. Hein. J'en avais parlé un peu. Je disais que moi c'est une attente que j'avais parce que le trailer m'avait bien chauffé. Et je suis pas déçu de la série au final. Je trouve que les acteurs sont super, que l'histoire est bien, que c'est assez prenant. Il y a beaucoup de personnages. Au début c'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais au bout d'un moment ça va. Après ça devient simple à comprendre, je trouve. Après j'avais plus trop de problèmes avec ça. Juste tout le final, je suis un peu déçu, même si je trouve qu'il est plutôt bien écrit et qu'il est dans la continuité de la série. C'est juste que j'aurais aimé un peu plus d'action, mais bon, sinon c'est plutôt logique avec les personnages qu'on suit. Donc moi, plutôt convaincu par la série, et je trouve que d'un côté qu'il n'y ait pas de suite, c'est pas plus mal que ça s'arrête là, quoi. Pas besoin forcément de toujours faire des suites. Une bonne série, je dirais. Ouais, je te rejoins, plus ou moins. Moi, je l'attendais pas. Par contre, j'avais même pas vu les trailers vraiment. Je crois que tu m'en avais parlé. J'avais vu des images, mais j'avais vu Disney Plus ou je sais pas quoi. Je me dis, je sais pas ce que ça va être, tu vois. Et puis après, il y a les 2 premiers. Je crois que j'ai commencé la série, le 4e épisode allait sortir, ou un truc comme ça. Et ouais, tout le monde disait, putain, c'est super bien et tout. Et moi, j'étais là, ouais, mais peut-être qu'ils ont... Tu sais, je vais pas me faire avoir, moi ça se trouve j'ai tout. Et au final, j'ai commencé la série et les premiers épisodes, le premier, 2e épisode, j'étais un peu dedans mais pas trop, mais vraiment je crois que la fin du 2e, un peu le 3e épisode, c'est vers là où vraiment je suis
j'étais à fond dedans, voilà pour le coup. Alors qu'au début j'étais un peu sceptique, hein, je me suis dit peut-être c'est un peu surcoté ou quoi, mais en vrai ils ont bien réussi. Voilà, il y a un très, on va en parler, mais un gros travail de reconstitution, d'ambiance. Voilà, il y a un vrai respect de la culture japonaise et il y a une vraie immersion. Voilà, moi c'est ça qui me marque vraiment, c'est je suis vraiment dans cette histoire et dans ce Japon féodal, quoi. Et tout ce rapport à la culture, j'aime beaucoup. Alors effectivement, il n'y a pas d'action, mais c'est pas une série vraiment d'action pour le coup. Même si on pourrait le croire, hein, même s'il y a quelques moments d'action quand même, mais voilà, c'est plus une série qui repose sur ses personnages, sur des discussions, sur de la politique, sur des intrigues politiques. Et sur ce coup-là, ça marche plutôt bien, quoi. Moi, je suis plutôt satisfait de la série. Et voilà. Puis on va commencer, on va rentrer dans le dur. Moi, je veux quand même parler de l'ambiance de la série. Ouais, ok. On va dire tout l'univers visuel qu'ils ont réussi à créer pour t'embarquer dedans. Faut rappeler que c'est une production américaine. Que c'est fait au Canada. Oui, qui est fait au Canada avec des Japonais. Voilà, c'est une sacrée histoire. Mais en gros, c'est une production américaine avec que des Japonais quasiment. En tant qu'acteur, j'ai vu aussi beaucoup de making-of parce qu'ils ont sorti chaque semaine des making-of. Là, je me les suis tapés, c'est parce qu'ils durent pas sur YouTube, longtemps. je les ai pas vus. Ouais, okay. Ouais, c'est des petits épisodes de 6-7 minutes. À chaque fois, ça revient sur un aspect de la série, les décors, les costumes, tout ça. Et ils ont engagé beaucoup de techniciens japonais. Il y a un vrai respect de la culture japonaise. Je pense aussi parce que Sanada est producteur exécutif de la série, donc ça lui a tenu beaucoup à cœur. Il en a parlé de respecter ça au Japon, quoi, de respecter l'héritage japonais, j'allais dire, mais en tout cas la culture japonaise, surtout pour un truc occidental, parce qu'on rappelle que beaucoup de productions américaines sur d'autres pays, c'est très, on va dire, whitewashé, par exemple, ce genre de choses, quoi. Et donc il y en a que des Japonais qui parlent japonais. Et alors là, sur toute la langue japonaise, ils se sont compliqués la vie parce qu'ils parlent en fait un vieux japonais avec un accent, un vieil accent japonais, quoi. Pour reconstituer. Bon, nous on l'entend pas évidemment parce que oui. La plupart des gens ne parlent pas japonais dans les occidentaux, donc on remarque pas ça, mais genre en fait ils ont écrit la série en anglais évidemment parce que les scénaristes sont en anglais, ils les ont fait traduire par des japonais et cette traduction japonaise ils l'ont fait traduire par des personnes spécialisées dans le Japon féodal ou quoi. Donc en fait du coup les dialogues sont faits à la manière du vieux Japon, quoi. Et donc il y a vraiment une attention à tous ces trucs là et apparemment les acteurs ont un accent japonais qui est pas le même que celui de moderne, quoi. C'est un vieux accent, donc ils ont vraiment poussé le truc hyper loin pour vraiment être dans le respect, parce que pour des occidentaux en vrai nous on voit pas la différence entre le japonais tu vois, entre plusieurs japonais, si tu parles pas japonais tu vas pas comprendre, tu vas pas voir les différences. Alors mais ils ont quand même poussé le truc et donc ça c'est plutôt cool. Bon, effectivement les portugais parlent anglais mais bon, on va pas se mentir, déjà ils ont fait un gros travail sur pour avoir des japonais qui parlent japonais, trouver des acteurs anglais qui parlent japonais puis portugais, enfin je pense que ça aurait été un enfer. Oui, franchement aussi, là c'était assez compliqué comme ça. Là voilà, ils sont de toute façon l'important c'était la langue japonaise, on va pas se mentir, donc bon, et en plus les portugais en vrai ne sont pas si présents que ça en vrai dans l'intrigue. Ils sont présents, voilà, il y a une influence mais ils sont pas si présents que ça, quoi. Et tu parlais au début, enfin on a parlé tous les deux du fait qu'ils ont mis en avant le fait que dans cette adaptation là les japonais seraient plus mis en avant que dans la version des années 80. Et en fait c'est que dans celui des années 80 j'ai vu qu'en fait par exemple les dialogues japonais n'étaient pas traduits, par exemple il y avait pas de sous-titres. Oula, donc en fait on était qu'avec Blackthorn en fait, qui comprenait rien. Bon, c'est une autre approche, hein, mais du coup on était qu'avec lui qui était dans un environnement où il comprenait pas ce qui lui arrivait ou quoi, et les japonais étaient pas au même level que lui, tu vois. Par exemple, le personnage de Toranaga est beaucoup moins présent dans le bouquin, et dans la série des années 80, il a une place beaucoup moins grande. Alors que là, ils lui ont donné vraiment un rôle plus important quoi. Ouais. Donc ils ont vraiment respecté ce côté-là, quoi. Donc c'est assez cool, toi. Mais bon, bref, là je monologue. Toi, tout ce qui est l'ambiance, l'aspect reconstitution, est-ce que ça t'a séduit? Est-ce que tu as l'impression, parce on rappelle, on n'est pas des experts du Japon féodal. Est-ce que tu as l'impression d'être au Japon en 1600, Ista? Bah écoute, moi oui, je trouve qu'au niveau des costumes, de l'ambiance et tout, on sent que on est dans un vieux Japon et tout, puis c'est plutôt bien foutu. Même quand ils vont à Osaka, qui est une grosse ville, bon, ça se voit que c'est fait à l'ordi, hein. Quand il y a une ville énorme comme ça, forcément c'est pas fait en vrai. Mais je trouve que ça passe, tu le vois pas vraiment, c'est plutôt bien foutu. Et moi je trouve qu'on sent quand même que Osaka c'est une grande ville, qu'il y a du monde et tout. Les villages avec l'ambiance Ouais, non, moi je trouve que c'est plutôt bien foutu. Sur ça, je trouve que l'ambiance était... on s'y croirait, quoi.
Et pourtant, on est au Canada. C'est vrai que c'est encore une contrainte, mais après ça a dû aider pour les moments où c'est l'hiver, par exemple. Ah, oui. Oui, les forêts, effectivement, mais quand c'est l'hiver et que le Canada il y a beaucoup de neige, comme au Japon, où il y a beaucoup de neige, ça a dû aider à ces moments-là. Mais ouais, effectivement, le côté historique est hyper respecté, alors que c'est une histoire inventée. Hein, je le rappelle, ils auraient pu ne pas se casser la tête, mais je trouve que le cœur de la série se trouve là, dans la culture japonaise. Donc, t'étais pas obligé, mais en tout cas, ils ont fait l'effort de tout respecter. Et je t'assure, tu vois les making-of, c'est un truc de fou, quoi. Où les mecs, ils avaient un coach de mouvement, en gros. Mm-hmm. En gros, ils apprenaient à se déplacer, parce que, ils ont des tenues énormes, hein, là. Les femmes, souvent, ils ont des kimonos qui sont, hyper contraignantes pour marcher, et c'est pour ça qu'ils font des tout petits pas quand ils se déplacent. Ah oui, ça me faisait l'air un peu contre Mariko-sama, là. Oui. Elle marchait, elle faisait des tout petits pas, comme ça, oui. Et en fait, c'est plein de choses qui étaient vraiment la réalité des Japonais à l'époque, quoi. Et donc, les tenues, les décors, on a des décors typiquement japonais, les maisons d'intérieur, ils ont fait un gros travail de reconstitution, les forêts, les lacs, les falaises, etc. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être au Japon. Effectivement, il y a quelques fonds verts qui sont pas fous. Voilà, il y a des utilisations du numérique. Je pense à un moment sur un bateau où il y a une lumière très numérique, quoi, où les personnages y parlent. Et même il apprend, c'est Blackthorn qui apprend à Sanada à nager. Et là, tu vois qu'il y a quand même une lumière hyper numérique, quoi, pour le coup. Donc ça peut faire sortir un peu du récit. Mais en général, ils ont quand même fait l'effort d'utiliser des lumières assez naturelles. Enfin, en tout cas, je pense, hein, tu vois, des bougies, des lumières hyper naturelles pour mettre à l'honneur les décors et les costumes, et ça marche super bien, quoi. Donc, en plus, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les prods US, quoi. Donc, vraiment, moi, un des gros points forts, c'est le côté immersif qui rend vraiment la série unique. Parce que moi, dans une série occidentale, j'ai jamais vu ça, je pense, parce que là, j'en pense, mais j'ai jamais vu un tel niveau d'immersion dans une culture extérieure, hein, je parle, parce que bon, c'est évidemment que tu vas me dire, ah bah si, ce film japonais, oui, mais bon, c'est leur culture, alors que là, on est en Occident, et voilà, c'est assez rare, quoi. Il y a vraiment un soin apporté à la culture. Peut-être Viking, quoi. Je sais même pas. Après, je sais pas. Tu vois, j'ai pas vu Viking, mais je sais pas s'ils ont respecté. Ah oui, je sais pas ça non plus. Je sais pas exactement. Parce qu'en plus, je crois que c'est plus de la mythologie qu'ils reprennent, je crois, dans Viking, donc c'est encore autre chose. Ouais, là, c'est plus historique sur Shogun. Ouais, c'est un peu un mix entre une série historique, parce que c'est pas vraiment historique, parce que c'est pas des vrais persos, mais en même temps, il y a un tel respect que, en fait, non, c'est un peu une série historique, quoi, dans leurs coutumes, dans la tradition. Et tout, quoi. D'ailleurs, on retrouve tous les thèmes du Japon de cette époque-là, donc l'honneur, par exemple, au combat, par exemple, où tous les personnages se battent à l'épée, alors que en vrai, ils pourraient se battre avec des armes à feu, mais je pense qu'il y a un côté honorifique. Il n'y a aucun honneur à tuer quelqu'un avec une arme. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que seul Blackthorn est un mec qui a des guns, quoi, dans toute la série. Ouais. Mais c'est toi qui m'avais dit que c'est la fin de l'ère Edo, c'est ça, je crois, dans la série. C'est le début de l'ère Edo. Ça commence en 1600, donc c'est un peu vers là que commence la série, en tout cas. Et a fini, je crois, au 19e siècle, donc bien plus tard, mais voilà. Ah oui, ça a duré longtemps, ouais. Oui, c'est ça, ouais. 300 ans, ouais. Et j'aime bien aussi que la série montre des thèmes, genre la culture japonaise, mais dans tout ce qu'elle a de bien, mais comme aussi tout ce qu'elle a de mauvais. On va pas se mentir, il y a toute une philosophie de vie que j'aime beaucoup, hein, au Japon, et que beaucoup de bandeurs de japonais, hein, sauf pour ceux qui nous écoutent, aiment beaucoup, tu vois, les honneurs, la tradition, les buts dans la vie, mais il y a aussi, ça questionne aussi beaucoup les traditions aveugles japonaises, quoi. Il y a un rapport à la mort qui est très différent des occidentaux, par exemple, au Japon. Sur le suicide, notamment, oui. C'est ça, sur les seppuku, comme les Japonais disent. Et on va dire que ça n'a pas du tout la même valeur, quoi, la vie au Japon, quoi. Tu peux, tu peux mourir il y a même un drame dans la série, hein, où un personnage meurt parce qu'il a décroché un faisan ou un truc comme ça, quoi. Et même Blackthorn, il comprend pas, il se dit, mais ils sont complètement fous ici pour se tuer pour ça. Et ça, tous ces trucs-là, je trouve que c'est vachement bien, parce qu'en fait, au Japon, on peut mourir. Notre mort peut être dictée par un devoir de loyauté, mais complètement aveugle et débile, tu vois. Oui, il y a même un truc par rapport au personnage de Mariko, c'est pareil. Hein, c'est pour prouver quelque chose, et que derrière, voilà. Elle aussi, le personnage de Mariko, c'est intéressant, parce que elle, c'est le patriarcat qui l'autorise ou l'interdit de pratiquer une
de se prendre sa propre vie, quoi. Donc c'est quand même fou cette histoire. C'est-à-dire que même si t'as envie de te suicider, bah tu t'es pas forcément libre de le faire, et parfois t'es forcé de le faire par des traditions. Donc voilà, il y a tout un truc vis-à-vis de ça. Ça parle aussi des violences conjugales, hein, maintenant qu'on parle de Mariko Sama. Donc il y a pas mal de thèmes qui brassent. Mais toi, du coup, ce rapport à la culture dans la série, tu aimes bien ça, Ista? Le clash des cultures, même, je dirais. L'âge des cultures. Le clash des le clash des cultures. Oui, bah tu parlais du quand Hugh Blackthorne il comprend pas tout ça, et oui, bah toi tu te dis un peu pareil que Blackthorne, il dit mais ils sont tarés, quoi. Il y a vraiment ce clash des cultures où tu dis ouais, la culture japonaise elle est spéciale quand même, quoi. Elle est pas comme je disais, le rapport à la vie, à la mort, c'est pas la même chose qu'en Occident, quoi. Et ça remet en perspective pas mal de choses sur le coup. Ouais, bah surtout que lui, Blackthorne, bah c'est un Anglais, c'est le seul Anglais sur l'île. Bah déjà, il y a un clash des cultures entre protestants et catholiques. Oui, ce que je veux dire, il y a des religions aussi, ouais. Parce que bah les catholiques sont installés au Japon depuis un certain moment déjà. Par exemple, le film Silence de Scorsese parlait un peu de ça. Et lui, c'est un protestant, c'est un Anglais, parce que les Anglais, c'était le protestantisme surtout qui était mis en avant dans ces années-là. Et donc, du coup, il n'est pas vraiment de la même religion que les catholiques, que les Portugais. Et le pouvoir catholique qui est déjà en place et qui convertit énormément de Japonais à cette période-là, hein, parce que Mariko Sama, par exemple, est catholique. Il y a beaucoup de Japonais qui sont catholiques, pratiquants. Et ça va avoir son importance dans l'intrigue, quoi, l'intrigue politique. Notamment, il y a les 5 régents du pays. Il y en a qui sont catholiques, et ça va poser du problème notamment à Ishido, par exemple, ce genre de choses, où chacun va suivre un peu son chemin de pensée vis-à-vis de sa religion et de sa culture, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est un des meilleurs trucs de la série, c'est le clash des cultures. Et au niveau de la langue, notamment, par exemple, la communication est très compliquée pour Blackthorne, surtout quand il arrive sur l'île, où il comprend rien. Et à chaque fois, les gens lui parlent. Déjà, il comprend pas la culture, mais alors s'il comprend même pas ce qu'ils disent, le pauvre, il est perdu, quoi. Et au début, Blackthorne, il trouve que la culture japonaise, elle est complètement vide de sens, que c'est des barbares. Et inversement, les Japonais trouvent que lui, c'est un barbare. Oui, c'est un barbare, et que, en fait, chacun trouve que l'autre est un barbare. Et parce que ils ont des cultures complètement différentes et ils se ressemblent pas, et voilà. Et ce qui est bien dans la série, c'est qu'au fur et à mesure, ils vont entre guillemets réussir à se répondre, à un peu se comprendre, notamment grâce aux traductions. Blackthorne, il va beaucoup s'assimiler à la culture et avec la traductrice, du coup Mariko Sama. Et c'est là où trouve la série pour moi est le meilleur, tu vois. C'est dans ces scènes de dialogue assez longues et assez étirées, parce que on nous coupe pas, on nous montre les personnages parler, la traductrice, souvent Mariko, traduire, et après Blackthorne comprendre, rétorquer, répondre et tout. Et ça peut paraître long et chiant, mais en fait c'est hyper immersif, quoi, moi je trouve. C'est hyper immersif et ouais, moi je trouve que c'est vraiment le charme de la série, quoi. Et d'ailleurs j'adore tous les moments où Mariko, on comprend que Mariko Sama traduit, mais adapte un petit peu à sa sauce certaines traductions, certaines phrases, parce que lui, par exemple, Blackthorne, il a des manières qui font que c'est un peu impoli parfois quand il s'adresse. Ouais. Et donc, du coup, elle le voit, mais je pense qu'elle sent que le mec est pas impoli de nature, c'est sa façon de parler. Du coup, elle va corriger un peu sa manière de parler en traduisant. Et bref, ça donne des rapports assez drôles parfois, parce que des fois, il y a des clashs de culture assez drôles où les Japonais se disent, mais il est complètement fou cet Anglais, il se lave une fois tous les 15 jours, il est complètement malade. Oui. Et de l'autre côté aussi, où le mec il dit, mais ils sont complètement fous. Et tout, et on comprend un peu les deux côtés, quoi. C'est ça qui est fort, c'est qu'on aurait pu être que du côté de Blackthorne, qu'en mode, mais ils sont malades, c'est japonais et tout. Et je pense que, bon, j'ai pas vu la série de 80, mais ça se trouve, elle était un peu comme ça. Alors que là, on a vraiment les deux côtés, l'absurdité des deux côtés, et la beauté, entre guillemets, des deux côtés, quoi. Et j'aime bien aussi parce que ça montre aussi la puissance de la traductrice. C'est qu'en fait, la traductrice, elle a tous les pouvoirs, en fait. Et c'est d'ailleurs, au début de la série, t'as les Portugais qui se sentent un peu tout puissants face à lui, parce que en fait ils peuvent traduire ce qu'il dit, et en fait ils peuvent traduire ce qu'ils veulent, parce que les autres ils peuvent pas savoir ce que l'autre il dit. Donc en fait t'es le traducteur, t'as entre guillemets la puissance, quoi. Donc en fait Mariko Sama est un personnage assez puissant dès le début, mais d'une certaine manière. Mais il y avait une scène pas mal faite à un moment, je crois que c'est dans l'épisode 2 ou 3. Ouais. Mariko elle commence à traduire, et en fait à un moment t'as plus du tout la traductrice, et ça fait le dialogue juste entre les deux, entre Toranaga et Blackthorne. Et je trouvais cette scène, elle était sympa, je trouve. Elle était bien foutue. Ouais. En fait, ça t'enlevait dans la traductrice au bout d'un moment, mais ouais. Mais oui, sinon, le traducteur du début, ils disent n'importe quoi, là, quand il arrive. Et puis il dit lui-même, ouais, vous racontez n'importe quoi. En fait, vous dites, vous pouvez dire ce que vous voulez, de toute façon. Oui, tu dis ce que tu veux, tu peux me mettre dans la merde, quoi. Ouais, c'est ça. Et en vrai, Mariko, ouais, elle lui fait bien quand même sur le coup
se faire comprendre, etc. Et il y a beaucoup de jeux de regard aussi dans les discussions. Oui. J'adore la tête de Blackthorn qui est complètement perdue. Moi, ça me tue au début. Toute la série pratiquement. Hein. Bon, après, il gagne en assurance et en connaissance, etc. Mais c'est vrai qu'au début, il est complètement perdu. On voit des fois là, Mariko Sama qui traduit et qui a des hésitations en mode est-ce que je répète ça tu vois, comme ça, et qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc c'est assez drôle. Et Toranaga Sama, évidemment, qui est complètement froid. Voilà, il y a beaucoup de jeux de regard dans la série, je trouve que ça marche super bien. Mais ce clash des cultures, il mène à des drames et des incompréhensions totales. Et pour moi, l'épisode 5, c'est un des meilleurs de la série. Parce que t'as ce pauvre jardinier où Blackthorn essaie de s'exprimer parce qu'il veut faire plaisir aux Japonais. Il veut leur cuisiner un genre de ragoût ou truc avec un faisan. Et donc il le laisse accrocher, ça le pue. Et il dit... En gros, ne le touchez pas, parce que il a pas envie que les gens le touchent. Mais pour le dire, il le dit, il sait pas comment s'exprimer en japonais. Et donc il dit, si quelqu'un touche, mort, entre guillemets. Oui, il dit juste le mot mort. Et donc du coup, eux, ils comprennent que, parce qu'il a atteint un certain statut, en plus à ce moment-là, que si quelqu'un touche à ce faisant, il va devoir se faire seppuku et se suicider, quoi. Ce qui va arriver, et là, oui, c'est un drame total, quoi, qui fait que, à cause de ce clash des cultures, et tout, et moi, cet épisode, il m'a choqué, quoi. Bah oui, parce que bon, c'est juste pour enlever un truc qui puait la mort en plus, et il se fait buter, quoi, le jardinier. Donc ouais, effectivement, c'était étonnant. Et puis eux, les Japonais, ils sont en mode, c'est normal. Oui, en plus, c'est ça. Surtout les autres, ils sont en mode, c'est normal. Il s'est porté volontaire et tout pour enlever le gigot. Il a trop, machin. D'accord, quoi. C'est un peu absurde, quoi. Ouais. Mais je suis content qu'ils remettent un peu en question la culture japonaise aussi. Tu vois, parce que bon, il n'y a pas que la culture évidemment occidentale est revenue en question, mais celle japonaise aussi, quoi. Oui, parce qu'il y a un peu, comme tu dis, un peu genre sur les réseaux sociaux, il y a un peu le côté bandeur de Japon sur certains trucs. Oui. Et, genre là, je pense à une vidéo qui est en train de tourner avec une grand-mère là qui doit faire le ménage. Je sais pas si tu l'as vu passer. Et t'as à côté, t'as des gens, ils sont en mode incroyable et tout, elle fait le ménage à 90 ans. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ouais, en plus, sur ces rapports-là, les Japonais, c'est très compliqué, mais surtout le statut des femmes, on peut parler du statut, des occidentaux, c'était des statuts très patriarcales, mais au Japon c'est la même chose, quoi, et pas forcément mieux, hein. C'est vraiment, toi t'es une femme, t'es inférieure, quoi, sur pas mal de points. Donc soit t'es prostituée, soit t'es là pour faire des gosses, soit il y a un côté comme ça, quoi. Ouais, qui t'a le personnage de Mariko, c'est ça, quoi. Elle se fait battre par son mari, et c'est complètement normal, accepté là-bas. C'est son mari qui prend les décisions pour elle. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi, qui sont assez... Même autour de Ochiba, il y a un truc un peu comme ça aussi. Oshiba, la mère de l'héritier, elle a du pouvoir parce qu'elle est la mère de l'héritier. Et d'ailleurs, à la fin, Ishido, il veut la marier, mais je pense que si elle se mariait avec lui, elle perdrait beaucoup plus de pouvoir que ce qu'elle en a maintenant, parce que je pense qu'elle a plus de pouvoir en tant que mère de l'héritier qu'en tant que femme de Ishido, quoi. Et bon, voilà. On entre dans la politique et tout, mais de toute façon, il y a que des intrigues politiques, hein, en vrai, dans la série. C'est une série politique complètement, hein. C'est complot. Que de la stratégie, de retournement de situation, et Toranaga, en fait, j'ai vu quelqu'un dire ça, mais je vais reprendre cette expression parce que je le trouve pas mal. Il joue un jeu d'échecs en 4 dimensions, quoi. C'est des jeux de stratégie, quoi. Et j'aime bien parce que les intrigues politiques, les complots, les assassinats, tout ça, toutes ces intrigues, elles sont pas surexpliquées, tu vois. Oui. Et c'est pour ça que beaucoup, je pense, ont fait le rapprochement avec Game of Thrones, parce que des intrigues politiques, tout ça, ça ressemble beaucoup à Game of Thrones, on va pas se mentir. Ouais. Et ça nous prend pas par la main. Des fois, il y a des moments où on comprend pas. Parfois, il faut interpréter. Parfois, on sera jamais vraiment parfois, quasiment tout le temps, on sera jamais ce que certains personnages ont dans la tête à certains moments quand ils le disent et tout. Et donc c'est vraiment un jeu de dupe avec le spectateur, et vraiment la série prend pas le spectateur pour un débile, quoi. Et c'est d'ailleurs là où j'ai mes limites avec le dernier épisode. Sur le coup, c'est un peu tout, hein, les derniers épisodes, c'est vraiment l'explication, explication. Moi, c'est pas le manque d'action, tu vois, qui m'a gêné, mais c'est plus on va t'expliquer tout ça. Surtout en un épisode qui doit régler pas mal de trucs, il t'explique tout sur tout, et c'est un peu trop, je trouve. En fait, le truc qu'il raconte en flash forward, j'aurais bien aimé que ce soit dans le récit. Tu sais, le truc où il disait il va arriver à la bataille, et puis en fait il pourra pas ramener en fait l'armée d'Oshiba va pas se rejoindre et tout. Tu sais, là c'est raconté en flash forward, c'est en mode il va se passer ci, il va se passer ça, et puis fin de l'épisode, quoi. C'est la seule fois, je pense, qu'on est dans la tête de Toranaga. C'est ça, ouais. On sait à peu près ce qu'il va prévoir. Bon, après, en même temps, il nous montre ce qu'on verra pas, parce que la série, en fait, ne va pas nous montrer de bataille, parce qu'en fait, c'est que des prémices d'une guerre qu'on ne verra jamais.
et de toute façon d'après Qui n'aura pas lieu, ce au que, final. ce que Toranaga pense n'aura pas lieu. Et d'ailleurs, Toranaga il fait ça toute la série, hein. Toute la série il repousse le moment où il y aura la guerre en fait. Il arrive toujours à avoir des moyens pour repousser la guerre jusqu'au moment où il pourra gagner. Parce que son idéal c'est d'avoir un Japon sans guerre d'ailleurs. Oui, en fait, c'est la paix. Ouais, c'est la paix, mais voilà, on verra que c'est un peu plus compliqué. Mais quitte à sacrifier des gens proches de lui, Ouais, bah oui, ça c'est. son conseiller, Mariko, tout ça, quoi. Mais ouais, il y a juste ce problème sur le dernier épisode, mais après globalement, la série fonctionne très bien. Genre, je me fais duper plusieurs fois. Je me demande, tu sais, qu'est-ce qu'il a derrière la tête et tout. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est une série plus intimiste, voilà, plus recentrée sur les personnages. Et c'est en ça que pour moi, ça me fait penser à GOAT. Parce qu'en vrai, GOAT, surtout au début, Il n'y a pas tellement d'action. il n'y a pas tellement d'action, quoi. Tu vois. La saison 1, il n'y a pas de guerre. Non. Il y a quelques combats, mais il n'y a pas de fou. Et même la saison 2, à la fin, il y a la bataille de la Nera, je crois que ça s'appelle. Oui, avec le feu Avec Stannis, là, et tout, là. Ténon, tout ça, etc. Mais en vrai, la bataille, elle est pas si longue. Tu vois, elle s'arrête au moment où Tyrion, il se fait assommer. Oui. Et on voit pas la fin, tu vois. Donc en fait, c'est pas des séries qui reposent sur à part la fin, les 2 dernières C'est saisons. les dernières Game of Thrones, saisons tu vois. où c'est parti plus sur un truc blockbuster, mais oui, non, mais si on C'est se ça. rappelle les premières saisons Game of Thrones, c'est de la politique, hein, plus qu'autre chose. Hein. C'est ça. Mais la série, elle revendique plus une inspiration à la Succession, ils ont dit, et à House of Cards. Donc Ok. bon, c'est des séries aussi politiques, avec Oui, des intrigues complètement. politiques, donc ça se comprend aussi, tu vois. Mais je trouve qu'ils ont fait la méthode Game of Thrones avec l'épisode 9, qui est le plus choquant, tu sais, et à la fin, l'épisode 10, c'est un peu les retombées. Bah, je trouve qu'ils ont fait un peu ça quand même. Hein. Oui, bah c'est vrai que le 9, c'est où il se passe le plus gros. Bah là, il y a de l'action en tout cas. Ouais, c'est peut-être le plus. Enfin, de l'action sur le dernier épisode où il se passe un truc choquant, comme tu dis. Donc, ouais, Après, tu vois qu'il y a l'épisode 4 4 aussi, ou 3 ou 4 où ils se font attaquer, et ça bastonne pas Oui. mal, mais Le 3, je crois. Ouais, bah où il s'enfuit de Osaka, je crois. c'est ça. Et Ouais. bah, même d'ailleurs, Buntaro, on croit qu'il est mort. Oui. À ce moment-là et tout, mais tiens, en parlant de l'action, on va parler quand même de graphiquement, la série elle est assez violente, hein, par contre, quand même. Ah pour oui, certains, hein. il y a des têtes coupées, il y a des. Ouais, bien sûr. Je pense au seppuku aussi, on voit les entrailles. Oui. Ça c'est assez. Mais je trouve que ça va pas dans l'outrance, tu vois. Il y en a pas tout le temps, tu vois non plus, tu vois. Il y a les moments avec les canons, t'as toujours un moment un peu choc, mais ils en font pas trop, tu vois. D'un moment où à te faire de la violence graphique à chaque fois, tu vois. Non, bah en fait, c'est bien dosé pour que quand ça arrive, ça te choque quand même un peu, quoi. Enfin, Ouais. du coup, des canons, moi, ça m'a choqué, quoi. Je fais, oh putain. Plus, l'épisode était plutôt calme, et d'un coup, bim, à la fin. Ouais, en fait, c'est pas édulcoré, ça Ouais. provoque un truc choc, mais ça fait pas du choc que pour du choc non plus, quoi. C'est ça, ouais. J'ai pas cette impression-là, en tout cas. Et en tout cas, il n'y a pas de. En fait, faut pas s'attendre à de grandes batailles, hein, cette série, parce que je pense déjà, de 1, il y a peut-être pas les moyens, je pense, d'avoir une grande bataille finale et tout. Et de toute façon, l'objectif de la série se trouve pas là, hein, c'est les complots politiques, voilà, des embuscades. Il y a beaucoup de tentatives d'assassinat dans la série. Oui. Il y a beaucoup Dès le deuxième d'infiltration épisode, et tout. Ouais, dès le 2e épisode. Il y a une bataille navale quand même, je crois, au début. Avec des bateaux et tout qui s'affrontent. Ah oui. Il y a un peu de ça, mais ça disparaît assez vite hein, quand même pour être un truc plus recentré. Au niveau de l'ambiance, j'aime aussi bien le côté poétique de la série quand même. Ouais. Contemplatif, voilà. Les arbres, les vagues, la lune, tout ça, il y a une mise en valeur de ces choses-là, ça fait très japonais. Hein. Faut pas se C'est ce que mentir. j'allais dire, ça fait très culture japonaise, ce genre de choses, ouais. Et moi, ce que j'adore le plus dans les visuels, c'est vraiment l'attention au regard, quoi. Enfin, il y a tout un travail de parole, de communication, évidemment, mais c'est aussi traduit par énormément de regards. Je pense à l'épisode 8, qui est un épisode hyper intense où, il y a ce moment où Toranaga, il fait croire, en tout cas, qu'il est résigné, tu sais, Ah oui. et qu'il va se rendre, et il y a son meilleur ami, mentor, entre guillemets, je sais pas, mais en tout cas, son plus vieil ami, il y a tout ce rapport de, est-ce qu'il va se suicider, est-ce qu'il va le laisser suicider, est-ce qu'il va le faire, et tout, et dans leur regard, il y a tout un jeu de regard là-dessus qui est assez fort, surtout de Sanada et de son ami. Et là, ça marche de fou, je crois, à ce moment-là. Quoi. Oui. Ouais, bah, la scène dont tu parles, oui, elle marche de fou. Ouais. Typiquement, tu crois, quoi. Puis tu n'arrives pas à savoir si Toranaga, est-ce qu'il fait exprès, est-ce qu'il fait pas exprès. Et à ce moment-là, tu dis, il s'est vraiment résigné. Mais au final, t'apprends dans l'épisode d'avril qu'il s'est pas résigné. Donc, ouais, ça marche plutôt bien, quoi. Bah après, dans le regard de Toranaga, ce qui est fort, c'est qu'il est imperceptible, quoi. Tu vois, il est, Bah, c'est même ça. si on sent un peu l'émotion quand même dans l'épisode 8, Oui. on sent qu'il est triste pour son ami, mais on sait pas à quel point il
il a prévu ou pas, tu vois. Est-ce qu'il a envie de se résigner ou pas. Enfin, vraiment, c'est même un jeu de dupe avec nous-mêmes, quoi, avec le spectateur. Donc, c'est assez bien fait, quoi. Ouais, complètement. Et après, en vrai, en termes de réalisation, c'est pas non plus fou. C'est assez classique sur pas mal de moments, on va pas se mentir. Même s'il y a certains moments, quand même, à noter où ça se lâche, mais surtout dans des moments intimes, en fait. Tu vois, dans des discussions. Ouais. Je pense à la préparation de thé, tu vois, par exemple. Il y a un moment où Buntaro prépare du thé pour Mariko, et il y a toute une séquence où vraiment d'attention aux détails de lui qui prépare le thé. Elle est hyper bien réalisée, ces séquences, tu vois, et je pense à des moments comme ça où là ça se lâche un peu, tu vois, mais après il y a rien de fou non plus, je trouve, dans la réelle. J'ai spécialement fait gaffe, donc ouais, non, il y a rien qui m'a marqué en tout cas là-dessus. À ce niveau-là. Bah, elle est assez sobre, voilà, mais bon, pour une série télé, je trouve que les moments où ça doit fonctionner, ça fonctionne. L'épisode 8, par exemple, et voilà, quoi. Et toi, t'as trouvé la série bien rythmée, en vrai? Rythmée, oui. J'ai pas souvenir de... Il y a aucun moment où je me suis dit c'est chiant. Je trouvais que chaque épisode était plutôt bien écrit, bien raconté. Non, j'ai pas trouvé ça chiant, je trouve ça plutôt bien rythmé en vrai. Peut-être le dernier épisode en vrai que j'ai trouvé un petit peu plus mou peut-être. Mais comme je dis, je m'attendais à l'action, donc forcément j'étais en mode, il y avait l'action ou pas. Puis au bout d'un moment, quand il restait 15 minutes, il y a toujours pas d'action. Mais non, il y aura pas d'action. Mais non, mais j'ai trouvé ça plutôt pas dégueu au niveau rythme, plutôt prenant. Les épisodes ils durent 1 heure, mais je les ai pas sentis spécialement passer, donc je dirais que sur le rythme c'est plutôt réussi, quoi. Bah après, l'immersion aide beaucoup. Après, moi, le rythme, je vais être un peu plus... Enfin, c'est pas sévère, mais en fait, c'est qu'il y a c'est pas une gradation, tu vois, non plus. Tu vois, moi, je me souviens de Breaking Bad, par exemple. Ouais. Où, en fait, chaque épisode, ça monte, en fait. Tu vois, à chaque fois, c'est un build-up qui va exploser vers la fin. Ouais. Et là, cette série, elle est pas du tout dans ce modèle-là. C'est que il y a des épisodes qui sont plus intenses que d'autres. Tous les épisodes sont plutôt bien rythmés, même la série elle est plutôt bien pensée, mais c'est juste que t'arrives, t'as des épisodes de 5 où là t'as un pic et puis après ça redescend un peu, voilà, mais c'est pas c'est une autre forme, tu vois, c'est juste que mais ça marche dans ce que ça veut faire, tu vois, je trouve. Ouais, pour moi ça m'étonne pas parce que ce que tu dis sur Breaking Bad, en fait il n'y a pas tellement de séries qui font ça, hein, comme Breaking Bad. Je suis d'accord. Donc moi ça m'a pas spécialement étonné en tout cas. Il y a pas de musique par contre. Il y a un générique au début. Il y a le générique qui est pas mal, hein, assez contemplatif et tout, du Japon, tout ça. Mais il n'y a pas de musique dans la série. Enfin, j'ai pas de souvenir, tu vois. C'est vrai. Maintenant que tu le dis, j'ai pas, non plus. Ouais, j'ai pas. Bon, il doit y en avoir, hein, mais j'ai pas souvenir de la musique. Oui, de thèmes, tu vois, où je me dis ça bien. À ce moment-là, ça marchait bien et tout, donc non, je me souviens pas. Bon, on parle un peu des persos. Ouais. Il y a énormément de personnages dans cette série. Donc, ce qui a fait un peu peur au début, parce que tu sais, quand t'es dans les 2 premiers épisodes, t'as un peu cet effet Game of Thrones, j'ai encore dire, mais où tu te retrouves avec tellement de personnages que tu fais putain, je vais jamais m'en sortir à retenir tous les noms et tout ça, tu vois. Mais il faut accepter de se prendre au jeu, de pas tout comprendre tout de suite, mais après ça va, tout glisse, quoi. Plus t'avances, plus t'es c'est ça. On était le John Blackthorne perdu. Voilà, mais Blackthorne, c'est vrai que la série elle commence avec Blackthorne sur un bateau avec d'autres personnages et tu te dis ouais, si je dois connaître les autres persos. Puis là les autres persos on s'en fout. Il y a que Blackthorne qui est important. C'est ça. Il parle à un vieux je crois au début qui meurt là. Oui, c'est lui qui était le capitaine, il me semble. Ouais. Et après il y a ces hommes, mais en fait ces hommes je pensais qu'ils allaient être importants dans la série. Ah pareil moi aussi, mais en fait non, c'est évacué vite fait ça. En fait on se concentre sur les Japonais. En fait ils sont pas importants. Oui. Quoi. Bah après à un moment il va les voir vers l'épisode 7, un truc comme ça. Il va voir un de ses anciens. Ouais, et puis en fait il laisse tomber. En fait c'est pour lui. Il est plus du tout adapté à plus du tout corde avec eux quoi, avec tout ce qui s'est passé. Ouais c'est ça. Eux ils sont un peu jaloux et lui il est vraiment assimilé à la culture japonaise quoi. Donc les autres c'est plus du tout la même chose quoi. Donc à un moment il est quand même en mode Mesa. Oui au début de toute façon il est tout seul versus tous les autres. Tu vois, c'est assez compliqué quoi. Mais ce que j'aime beaucoup dans les personnages c'est que j'ai encore dit Game of Thrones, mais comme Game of Thrones aucun n'est bon, mauvais ou quoi. Ils sont tous un peu ambigus. Complexes. Tu peux les comprendre en tout cas quoi. Et même on n'est pas vraiment du côté des gentils, tu vois. Au final, on se le dit parce que au début on est avec eux, mais en fait rien ne nous indique qu'on est avec les gentils quoi. En fait c'est pas et on sait pas explicitement en fait ce que tout le monde pense et c'est ce qu'on se rend compte au fur et à mesure de la série, c'est que Toranaga par exemple on sait pas exactement quelle intention il a précisément quoi. Et tous les acteurs sont bons, voilà, on va le dire quand on abordera en détail, mais oui, ils sont tous bons, ils marchent tous bien. Les Japonais, ils sont, comme fidèles à eux-mêmes, assez dans la retenue.
ça passe beaucoup par les regards. Alors que John Blackthorne, lui, il est plus un anglais un peu brut, quoi. Tu vois, il est un peu plus expressif, mais bon, c'est très raccord avec ce que la série veut faire. Et Toranaga, on va parler de lui au début. Toi, tu l'aimes bien, Toranaga, quand même. Oui, le personnage est super intéressant parce qu'en vrai, tu sais jamais ce qu'il prévoit. Tu sais que c'est le chef et il a un plan, mais t'as envie de savoir où ça va, quoi. Il est très, très mystérieux comme personnage et bien être dans sa tête, quoi. Parce que tu sais pas où ça va et tu te dis qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Alors qu'au début, tu te laisses un peu berner quand même. Enfin, tu te dis, ouais, bon, il a l'air un peu froid, voilà, comme un nœud, mais c'est un mec qui a l'air bien, qui a l'air vouloir sauver le Japon et tout. Et après, tu te rends compte que, déjà, Hiroyuki Sanada, qui a pour une fois un premier rôle, on va dire, en Occident, parce que d'habitude, il a toujours des seconds rôles, un peu lointains. Là, Hollywood, dès qu'ils ont besoin d'une personne asiatique, ils vont le chercher. Ouais, voilà, c'est un des premiers choix. Ouais. Donc voilà, là, il a vraiment une vraie prestance, il a un vrai rôle, et il est extrêmement froid et extrêmement fermé. Tout le long de la série, il le joue super bien, Sanada, quoi. Il est hyper déterminé. Il laisse, comme tu as dit, rien transparaître, quoi. Toujours un coup d'avance. On doute de lui. En fait, plus on avance dans la série, plus on doute de lui, en fait, de ses plans, est-ce qu'il a vraiment prévu ça, de quel point il aime ses hommes, j'allais dire, mais en tout cas, il est prêt à quoi, il est prêt à quel genre de sacrifice pour atteindre son but, quoi. Et moi, je suis vraiment convaincu que rien n'indique qu'il a meilleur fond que Ishido, tu vois, par exemple. Que Ishido qui est son ennemi, voilà. Parce que, en fait, plus t'avances dans la série, plus tu te rends compte qu'en fait, Ishido, il est peut-être même plus empathique, tu vois, et plus éthique que Toranaga, en fait. Mais c'est juste que nous, on est du côté de Toranaga, quoi, mais... Oui. Parce que, qu'est-ce qu'il veut Toranaga, il veut la paix dans le Japon, tu vois. Mais je pense pas qu'Ishido, il veut la guerre du Japon, tu vois. Je pense que les deux, ils veulent il veut être le shogun, quoi. Ils veulent être le dirigeant, tu vois. Mais je sais pas s'il y en a un qui est forcément meilleur que l'autre ou quoi, tu vois. Et moi, je crois pas, les deux, ils font des coups de pute, j'ai envie de dire. Ah oui, complètement, parce que bon, Ishido, c'est le pro des tentatives d'assassinat, parce que toute la série, il fait des tentatives. Mais Toranaga, est quand même, déjà, il se sert de Blackthorne comme un outil politique, donc... au niveau de la guerre de religion, par exemple, parce qu'il y a des régions qui sont catholiques, donc il va se servir de ça pour utiliser Blackthorne. Il va utiliser ses connaissances militaires pour les mettre à son profit. Et il va utiliser absolument tout le monde pour parvenir à ses fins. Donc il utilise, son fils, meurt à cause de lui. Bon, c'est pas sa faute directement, mais c'est un peu, le reflet un peu de ça. Son meilleur ami, il va pas hésiter à le sacrifier. Il va sacrifier Mariko-sama à la fin. Enfin, il est prêt à tout pour atteindre son but, quoi, pour devenir le shogun. Le shogun, quoi, tu vois. Et il utilise même toutes les traditions et les coutumes de son pays à son avantage, d'ailleurs. Il n'a pas honte du tout de faire ça, d'utiliser la mort de son fils pour retarder le potentiel guerre et d'avoir cette règle de deuil de 50 jours, je crois. Et il l'utilise pour justement pas rentrer en guerre, tu vois. Et à son avantage, et donc voilà, quoi, il a vraiment aucun scrupule à utiliser ces choses-là, quoi, tu vois. Même si je pense qu'il aimait son fils ou quoi, mais en tout cas, lui, il est vraiment déterminé, quoi, et il sacrifie énormément pour son idéal de Japon sans guerre et tout, quoi. Et voilà, comme je l'ai dit avant, il arrive toujours à repousser la guerre en utilisant les coutumes de son pays, ça c'est assez fou, quoi. Et parlons de John Blackthorne. John Blackthorne, donc perso anglais. Ah bon? Oui. Un pirate ou pas? C'est un pirate ou pas? Ou c'est un marchand? C'est un commerçant? En fait, j'ai appris ça. C'est un corsaire, techniquement. Un corsaire, c'est un pirate, non? C'est ça le truc, en fait. C'est que en fait, lui se voit pas lui-même comme un pirate, parce qu'un pirate, c'est un mec qui va piller des bateaux, etc., pour son propre profit. Mais lui, il est autorisé par la couronne d'Angleterre à faire de la piraterie. Donc, il se voit comme un corsaire. Comme dans One Piece, ceux qui ont vu One Piece, il y a des corsaires qui sont habilités à être des pirates, bref. Et donc du coup, lui se voit pas comme un pirate puisqu'il est autorisé par son autorité. Par la reine, il parle de la reine. Voilà, c'est ça, par la reine. Donc pour lui, non, je suis pas un pirate, j'ai le droit. Tu vois, donc, mais après c'est chacun à son côté, sa hiérarchie dans la tête, quoi. Donc voilà, mais c'est effectivement un pirate, quoi. Ouais, l'acteur, en tout cas, je le découvre avec cette série. En vrai, il a un vrai truc, il a une vraie gueule, une vraie façon de jouer, à parler et tout. C'est vrai qu'il y en a qui le comparent un peu à Tom Hardy. Il a un côté un peu comme ça, un peu brut de décoffrage. Un peu sale, avec une grosse voix, parce qu'il a une voix hyper grave là, et tout. Ouais. Mais je trouve qu'il a un vrai truc charismatique et tout. Et on a envie de le suivre, quoi. Puis il fait toujours les gros yeux et tout, là, c'est marrant. Ouais. Il est hyper charismatique, hein. Enfin, l'acteur, moi je le connaissais pas non plus, et là c'est vraiment un peu une révélation aussi. J'aime beaucoup toute l'histoire autour de lui. On est un peu perdu on découvre un peu cette culture
en même temps que lui, quoi, cette nouvelle langue. Ouais, on peut s'identifier à lui, c'est un peu lui notre point d'entrée dans l'histoire, quoi. C'est ça, bon après on s'identifie à plein de personnages au final, mais Oui. oui, effectivement c'est un peu lui qui découvre le Japon en même temps que nous, enfin ce Japon-là, en tout cas en même temps que nous. Et oui, effectivement, il arrive avec son équipage et en fait toute la storyline avec son équipage s'est éclipsée. Voilà, Ouais. c'est pas du tout ce qui intéresse la série, c'est se concentrer plutôt sur le Japon. Et lui, il va assimiler beaucoup de la culture japonaise jusqu'à la fin. Il reste au Japon, quoi, carrément. Bon, même si il est contraint entre guillemets parce que même s'il le sait pas, mais voilà, il s'y plaît quand même. Enfin, il a vraiment assimilé cette culture-là. Il joue bien le mec hyper perdu, je trouve. Et il va gravir les échelons, quoi. En fait, il va monter hiérarchiquement, il va monter une classe sociale, quoi. En fait, parce qu'il démarre en tant que barbare et il finit en tant que limite samouraï, noble et tout de là-bas, quoi. Et il va développer une histoire d'amour avec Mariko-sama, et c'est une histoire d'amour que moi je trouve super, parce que tout va se jouer avec la communication, parce qu'en fait, tout ce que va faire... tout ce que va dire en tout cas Blackthorn va être traduit par Mariko. Donc Mariko va entre guillemets tomber amoureuse de lui à travers ça, et lui à travers ça aussi, et leurs divergences et leurs cultures respectives vont faire qu'ils vont s'attirer l'un et l'autre, tu vois, parce que je pense que Mariko-sama elle découvre en lui des nouvelles manières de penser, etc. Et les deux acteurs, ils ont eu une super alchimie, je trouve, ensemble, quoi. Et ouais, moi cette histoire d'amour impossible, c'était un peu un des meilleurs trucs de la série. Et Oui, la fin m'a fendu le cœur, mais mais voilà, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une des meilleures intrigues de la série. C'est le duo, il est plutôt attachant. L'actrice, là, Anna Sawai, on l'avait vue dans Monarch et on n'est pas ressorti hyper convaincu par l'actrice. Même si en vrai, je me dis que c'était pas la pire des actrices dans Monarch. Non, il y a son frère qui était horrible. Ouais, voilà, son frère et la pirate, là, la hackeuse. Elle, au final, c'était la mieux des trois. Mais ouais, sur le coup, là, elle est plutôt convaincante et tout. Et elle a un rôle vraiment attachant. Et on aimerait bien qu'ils finissent ensemble à la fin, quoi. Ouais, d'ailleurs, Mariko-sama, c'est le meilleur personnage un des meilleurs personnages de la série, parce qu'il y a mon chouchou après. Ouais. Mais elle, ouais, c'est un des meilleurs, c'est celui qui m'a le plus touché, en tout cas, Ouais. parce qu'elle a un parcours qui est un peu atypique. C'est que, en fait, elle a pas de sens à sa vie, techniquement, et elle va réussir à en retrouver un à la fin. Et c'est tout son parcours de son personnage. Après, c'est souvent des personnages un peu perdus dans la série, à part Toranaga-sama qui sait exactement ce qu'il lui veut. Tous les autres personnages autour sont Oui, un parce peu que même perdus, son quoi. mari est quand même un peu perdu. Bushido. Ouais, Bontaro. Bontaro, pardon, oui. Oui, lui, voilà, on en parlera juste après, mais ouais, elle est perdue et elle a pas de sens à sa vie parce qu'elle a une lignée un peu déchue, mais une lignée qu'à la fin elle va retrouver et qu'elle va, on va dire, reconnecter avec. Et elle a en elle un truc très intéressant, c'est qu'elle a un mélange de cultures, comme beaucoup de Japonais à cette époque-là, mais elle a vraiment un focus dessus, c'est qu'elle est catholique. Donc voilà, elle est croyante, et en même temps, elle est de tradition japonaise. Et elle, ce qu'elle veut, c'est se suicider, ce qui est interdit par le catholicisme, le suicide. Et donc, elle a une ambivalence dans son esprit, tu vois, qui est assez intéressant, quoi. C'est que quand même, une catholique, son plus grand rêve, c'est de se suicider, c'est quand même assez spécial. Faut faire une demande. C'est ça ce qu'elle fait. Oui. À la fin, elle fait une lettre là pour demander. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est assez spécial parce qu'on a l'impression qu'il y a l'Occident et le Japon qui s'unir en elle, quoi. Tu vois, cette tradition de seppuku, mais en même temps, elle est catholique, quoi. Donc, ça c'est bien. Et Anna Sawai, elle le joue très bien. Elle va être, je pense, nommée à toutes les cérémonies, là, possibles. Ouais. Et elle le joue trop bien, les subtilités, les non-dits. Et tu sens direct le moment où elle tombe un peu amoureuse de Blackthorn et tout. Et elle a un côté très noble aussi. De toute façon, tous les Japonais dans la série, ils ont un côté assez noble, je trouve. Par ton chouchou. Oui, après, il y en a qui sont un peu plus loufoques et tout, mais genre Toranaga, Ishido, oui. Dame Oshiba, ils ont tous un côté hyper noble. Enfin, tu sais, ils ont un truc, une posture et tout. Enfin, ils ont vraiment travaillé leur. C'est des samouraïs, quoi. C'est des. Ouais. Leur jeu. Mariko, c'est pas une samouraï. Oui, c'est Oshiba, vrai. mais voilà, ils ont un truc un peu noble dans leur jeu, quoi. Mais j'ai l'impression que tu veux parler de Yabushige, toi. Non, mais oui, en tout cas, c'est un fan favorite, Yabushige. J'ai vu des trucs passer là, comme quoi l'acteur, c'est un peu en train de le faire percer. Mais ouais, parce qu'en fait, tu disais, tu parlais d'honneur, mais lui, je trouve qu'il a pas vraiment d'honneur. En fait, il est un peu dans les deux camps.
dans le camp du Ishido et dans le camp de Toranaga. Et en vrai, c'est intéressant parce que tu sais jamais ce qu'il va faire, quoi. Tu sais jamais où il va aller, quoi. C'est, une fois, il bosse pour Ambigu, l'un, une fois, ouais. il bosse pour l'autre. Ouais, c'est super ambigu. Et ça donne un côté intéressant, je trouve, au personnage. Ouais, bah l'acteur c'est Tadanobu Asano. Voilà, j'étais parti Ok. le voir. Et ouais, bah il a un visage assez reconnaissable parce qu'il était dans des productions, quelques productions américaines. Bah, il était dans Silence d'ailleurs. C'est ça qui est assez drôle, c'est Ah, qu'il ok, était dans j'ai pas vu Silence. ça. Et je crois qu'il était dans le premier Thor ou le Thor 1 et 2. Non. Si, C'est bah c'est un parti des deuxième. 3 guerriers. Oui, c'est ça, oui. C'était Ogun. Oui, bah donc c'est l'Asie. Oui, bah oui, il y avait un asiatique. Ouais, bah ça. Et bah c'est lui, mais bon, il joue pas du tout le même rôle. Mais oui, moi, Yabushige, je l'adore parce que bah c'est l'un des persos les plus ambigus. En fait, il veut que sauver sa peau, en fait. Et du coup, Oui, un côté, comme ça, ouais. et du coup, c'est ce qui le met dans la merde, c'est il est du côté d'Ishido et en même temps il est de Toranaga, mais en même temps il se met les deux contre lui, mais en même temps il essaie de se sauver. Et, enfin, il y a des scènes assez drôles où bah, on le voit en fait comploter l'un contre l'autre, mais en fait, effectivement, lui, il est pas très noble, il est pas très loyal. En fait, il se rapproche plus de Blackthorn, en fait, d'un occidentaux qu'autre chose, quoi. Mais c'est ce côté ambigu qui le rend bien et il est hyper attachant en fait comme personnage parce que il a un côté sincère, surtout avec son neveu. Et il y a une super relation avec son neveu et tout, qui est vraiment sincère pour le coup. Et en fait, ouais, moi c'est ce truc-là que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est, en fait, il est sincère dans ses démarches, tu vois. En fait, il est pas sincère envers Toranaga ou des trucs comme ça, mais quand tu le vois parler, quand tu le vois s'exprimer, ou quand il a un côté hyper, ouais, je sais pas. Je sais pas si sincère est le mot, mais je sais pas. Il est vivant, quoi, ce personnage. Je sais pas comment dire, mais je pense que je vois un peu ce que tu veux dire. il a un côté fourbe, évidemment, mais en fait, c'est un des plus humains, en fait, tout simplement. C'est ça, je pense. De ce personnage-là. Donc c'est ça qui m'attire beaucoup chez lui, quoi. Bon, il finit mal, malheureusement. Il finit par se faire choper parce que, bon, au bout d'un moment, il a trop joué. Il a trop joué sur les deux tableaux. En même temps, il était bloqué, et voilà, quoi. Mais ouais, je trouve que c'est un super personnage, quoi. Après, il fait quand même toute la série, donc ça va. Oui, heureusement. Ça se finit même un peu avec lui, hein. C'est lui qui a l'explication finale et tout. C'est ça. Et de toute façon, après, la série, il y a plein de personnages secondaires qui sont très bien. Je pense à Buntaro, par exemple, qui est c'est peut-être le personnage le plus détestable de la série, parce que ce qui fait vivre Mariko, mais lui aussi, il a une certaine humanité en lui. Voilà, bon, c'est un connard, hein, évidemment, il tape sa femme et tout ça, mais il a quand même une humanité dans le sens où, en fait, tous les événements l'affectent aussi, quoi. Genre, ouais, le personnage, il évolue, parce que ce qu'on voit à la fin, c'est qu'il commence à aider oui. Blackthorn et tout. Voilà, toute fin. Hein, donc, voilà. Les deux comprennent qu'ils peuvent travailler ensemble, en tout cas communiquer, quoi. Même s'ils se détestent, voilà. Ouais, il y a le curé aussi qu'on voit pas mal, là. Oui, le portugais, le curé, lui aussi, qui est plus ambigu qu'on pense, parce qu'on est du côté de Blackthorn, au début on fait, ok, lui il veut manipuler les masses, mais il a un côté sincère aussi dans ses démarches, quoi. Je pense qu'il est, Mariko-sama, par exemple, il est vraiment attaché à elle, il y a vraiment, ouais, c'est ça, la série, elle a vraiment des persos hyper ambigus à chaque fois, quoi. Ils sont jamais, tout l'un ou tout l'autre, quoi. Et je pense Ishido aussi, par exemple, qui est un fourbe, etc. Mais je trouve un peu dommage quand même Ishido, parce qu'il démarre plutôt bien, mais il se fait un peu éclipser. Vers la fin, ouais. Une fois qu'il y a Shiba qui arrive. Hein, c'est ça, Oshiba le met un peu dans l'ombre, quoi, parce qu'elle, elle a un visage qui fait très démon japonaise, je trouve. Oui, complètement. Elle a un côté hyper maléfique dans son regard, mais un côté tendre en même temps à la fois. Donc c'est assez bizarre. Elle aussi, c'est comme un peu Toranaga, t'as du mal à savoir ce qu'elle pense vraiment et tout. Bon, au début, tu te dis elle est méchante, parce que même elle parle un peu en mode, tu sais, elle a phrasé un peu d'une méchante. Fourbe, ouais. Mais vers la fin, au final, tu commences à la comprendre et tout. Donc, oui, c'est qu'elle est. En fait, elle a une prestance de fou. Par exemple, Ishido, elle l'efface complètement en termes de présence dès qu'elle est là. Enfin, elle a un côté. On sent qu'elle est puissante et qu'elle est intelligente aussi, parce que c'est une des seules à voir clair dans le jeu de Toranaga. Quand par exemple, il fait genre qui s'est résigné. C'est une des seules à comprendre qu'en fait, il s'est pas résigné du tout et qui voit très bien dans son jeu qu'est-ce qu'il compte faire, quoi. Donc voilà. Mais au final, elle a un côté un peu tendre avec Mariko-sama, puisqu'elle a vécu avec Mariko-sama toute son enfance, et à la fin, il y a son côté tendre qui va prendre le pas, quoi. Et après, de toute façon, il y a plein de personnages, je pense aux 5 régents, ils ont tous une personnalité. Il y a celui qui est défiguré par la lèpre, qui est aussi religieux, t'as l'autre qui est religieux, mais qui est religieux par intérêt, on le sent, qui est pas, j'ai pas oublié son nom, c'est un des autres régents, qu'on voit pas mal, mais qui lui est un mec un peu intéressé, donc qui est pas vraiment croyant, tu vois, pour le coup. Donc il y a vraiment pas mal de
personnages assez différents qu'on retrouve. Il y a Fuji, celle qui travaille en tant que... Elle travaille pour Blackthorn, elle est une concubine, entre guillemets, celle qui gère un peu la maison. Je sais pas si tu vois. Oui, c'est la... Qui a des flingues, hein. Oui, qui braque les mecs. Celle où sa famille s'est suicidée, malheureusement. Parce qu'ils ont fait offense à Ishido au début. Et donc, du coup, tout ça, son fils et son mari, entre guillemets, sont obligés de se faire seppuku et se retrouvent toutes seules. En fait, tous les personnages secondaires, voire tertiaires, ils existent, quoi. Je pense aux prostituées également. Je pense au fils de Toranaga. Je pense même le jardinier, tu vois, au final, il est assez gentil, mais on a une révélation sur lui sur un épisode qui fait mais attends, donc même lui, il était pas, enfin, il y avait un truc aussi derrière tout ça. Enfin, c'est hyper ambigu comme le jardinier, tu parles, celui qui est décédé ou... Oui, le jardinier qui est décédé, qui est Blackthorn au début. Qui est assez gentil avec lui, et en fait on découvre que c'est un espion en fait. À la fin, quand il meurt, il te fait ouais, d'accord. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Attends, il meurt, tu parles du pêcheur là? Non, je parle du jardinier. Le jardinier qui décroche le truc et qui est gentil entre guillemets avec Blackthorn et qui a l'air d'être gentil avec tout le monde, et en fait à la fin tu découvres que c'est un... Parce qu'il y a genre de pêcheur là au tout début aussi, et genre dans le dernier épisode ils te disent que c'est un espion et tout. Dernier épisode? Oui, qui est avec... après t'apprends qu'il parle même portugais sur le coup, mais il commence à lui parler, il fait la traduction et tout, quand il n'y a plus Mariko. Oh, peut-être, je sais plus. De toute façon, à la fin, il se passe tellement de choses dans le dernier épisode, je t'avoue. Il y a un vieux avec Toranaga et qui fait la traduction pour... Ah oui, ok, oui, lui. C'est un pêcheur aussi. Et il me semblait qu'il l'aidait dans un épisode de bien avant, genre le premier ou le deuxième, ou je sais plus. Il me semble mais si, je crois qu'il fait la traduction au tout début. Mais il est pas très fort en traduction. Il est un peu limité au début, oui, mais si, ok, oui. Parce que là aussi, il fait une révélation aussi, comme quoi c'est l'espion de Toranaga depuis le début et tout. Oui. Mais enfin, je parlais du jardinier qui est l'espion d'Ishido. Ah oui, l'espion d'Ishido, oui, ok. Oui, mais oui, de toute façon, il y a que des espions partout dans cette série. Oui, c'est ça. Et voilà, du coup, j'ai pas trop de choses à rajouter sur la série, mais moi je la conseille. Si vous écoutez ce podcast, je pense que vous l'avez vu, enfin j'espère. Mais voilà, c'était une bonne série de ce début d'année. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'accordent pour dire que c'est une des meilleures séries de cette année pour l'instant. Donc, Ouais, ça fait partie des bonnes séries de l'année. Il y a de fortes chances qu'elles soient aux Emmy. En tout cas, que quelques personnes, quelques acteurs ou quoi reçoivent des prix. Donc je pense, c'est une bonne pioche en tout cas, c'est à conseiller. Ok, t'as des choses à rajouter? Je réfléchis, mais je crois pas spécialement. Bon, ils ont dit qu'il n'y aura pas de suite, sur le coup, donc il n'y a pas de théorie à faire sur une suite, quoi. Après, ils vont peut-être adapter les autres romans, quoi. Ils pourraient, mais de toute façon, ce serait complètement différent. Oui, c'est une autre période, et c'est pas les mêmes personnages. Donc ils pourraient, Mais tu vois, le truc, c'est qu'ils ont appelé ça Shogun. Et Shogun, c'est le livre. Le livre s'appelle Shogun, et les autres, ils s'appellent pas Shogun, quoi. Je me dis que s'ils auraient fait ça, ils auraient appelé ça Shogun une Asian Saga, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais là, ils ont pas mis... Après, peut-être ils vont mettre Shogun Saga, tu vois. Ouais, peut-être. Qui sait. Ouais, mais bon, vu les trucs d'après, ça a plus l'air de parler de Shogun, forcément. Donc. Non, mais pas du tout, quoi. Et écoutez, c'est un peu tout pour aujourd'hui. On va passer aux sorties de la semaine prochaine avant de se quitter Ista. Et cette semaine, on a The Fall Guy qui sort de David Leitch, donc réalisateur de Atomic Blonde, du premier John Wick, de Bullet Train aussi. Bullet Train, ouais. Et voilà, il revient avec Ryan Gosling, Emily Blunt pour un film un peu déjanté. On sait pas trop ce que ça vaut et on va peut-être vous en parler la semaine prochaine. Yes, et on a aussi Star Wars Tales of the Empire, donc pour le fameux 4 mai, le May the Force Be With You. Donc on va voir, c'est la deuxième saison en gros c'était Tale of the Jedi la première. Donc là on va se concentrer plus sur l'Empire, donc Tale of the Empire, série d'animation, voilà, qui arrive sur Disney+. Et voilà pour cette semaine. On espère que vous avez aimé cet épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à mettre le pouce en l'air, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties sur Instagram, sur Twitter, et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine. Ista, on se retrouve bientôt. Yes, à bientôt. Salut.